Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 23 avril. Reprise des affrontements au Soudan, plus de 420 personnes ont été tuées, dont plus de 260 civils et près de 4000 blessés depuis le 15 avril. Les combats poussent plusieurs pays à mener des opérations d'évacuation de leurs ressortissants et leur personnel diplomatique. Au Mali, le gouvernement annonce la mort de 10 civils et 3 soldats au cours de multiples incidents survenus hier. Cette vague de violence est qualifiée par Bamako de regain d'incidents terroristes perfides. Dans le conflit russo-ukrainien, le G7 appelle à la prolongation, l'entière mise en œuvre et l'élargissement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire. Et puis sport football, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, la JS Kabylie et le CR Belouizdad trébuchent en quart de finale des matchs allés. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier soir un appel téléphonique de l'ancien émir de l'État du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, qu'il a félicité ainsi que le peuple algérien à l'occasion de Eid el-Fitr. À son tour, Abdelmadjid Tebboune lui a adressé ses vœux en cette heureuse occasion, en lui souhaitant ainsi qu'au peuple qatari frère davantage de progrès et de prospérité. Je vous en parlais en titre, après une brève accalmie, les combats ont repris au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide depuis le 15 avril. Plus de 420 personnes ont été tuées, dont plus de 260 civils et près de 4000 blessés. Et ces troubles au Soudan ont poussé certains pays, comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou encore la France, à mener des opérations d'évacuation de leurs ressortissants et leur personnel diplomatique. Le point de la situation avec Naila et Hamouda. Fuir les combats à tout prix et quitter le pays en proie à des violences. Sur ces images, environ 150 personnes, dont des diplomates, des officiels saoudiens et leurs familles, ainsi que des ressortissants venant de 12 autres pays, tels que le Qatar, l'Égypte, la Tunisie, l'Inde, le Canada et le Burkina Faso, en passe de quitter le Soudan vers Djeddah par voie maritime. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Port-Soudan après avoir évacué plusieurs citoyens saoudiens de Khartoum en raison de la situation. Le convoi a été bien accueilli et a reçu toute la protection nécessaire depuis Khartoum jusqu'à notre arrivée à Port-Soudan. Nous sommes reconnaissants au chef des forces de sécurité armées soudanaises et au chef de la base navale. Les évacuations ont bel et bien commencé, alors que les combats continuent à Khartoum après une tentative de cessez-le-feu de 3 jours pour la fête de l'Eid. Mission accomplie pour les États-Unis, Joe Biden a annoncé ce dimanche avoir mené une opération de rapatriement de diplomates américains et étrangers par hélicoptère. Dans un communiqué, il a particulièrement remercié Djibouti, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite pour leur soutien dans l'opération. De leur côté, les forces de soutien rapide se sont félicitées d'avoir coordonné l'évacuation du personnel américain. L'évolution de la situation à Khartoum inquiète les capitales occidentales. La France a aussi annoncé le début de l'opération d'évacuation rapide de ses ressortissants à Khartoum et de son personnel diplomatique, ainsi que des ressortissants européens venant des pays partenaires alliés. Environ 200 Français sont inscrits sur la liste consulaire au Soudan. Les Pays-Bas, la Turquie et l'Irak emboîtent le pas aux États-Unis et à la France. L'Australie, elle, appelle ses ressortissants à se réfugier dans un endroit sûr alors que les combats sont à leur 2e semaine.
Je vous en parlais également en titre. Au Mali, 10 civils et 3 soldats ont été tués au cours de multiples incidents survenus hier. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement qui a qualifié cette vague de violence de regain d'incidents terroristes perfides. L'attaque la plus meurtrière a été menée par des terroristes dans la zone de l'aéroport de Sévaré, dans la région de Mopti, au centre du pays, faisant 10 morts et 61 blessés, tous des civils. Après la prière aux environs de 5h30, 5h40, nous avons entendu des bruits. On croyait au départ que le drame s'est produit chez nous. Certains pensaient que c'était l'écroulement d'une maison, sont venus nous demander de l'aide au niveau de l'autogare. Nous sommes allés au camp pour informer le commandement. On a également alerté la protection civile. Vers les alentours de 6 heures, les autorités sont venues et ensemble nous avons extrait des blessés et morts. C'était vraiment trop dur. En tant que leader communautaire, En tant que leader communautaire, nous avons décidé de venir en premier donner notre sang. Ensuite, nous avons lancé un appel par téléphone à d'autres qui sont venus faire des dons également. Ainsi, le responsable en charge de dons de sang m'a demandé de faire cette opération ensemble. Je suis donc resté afin d'orienter les gens pour ce geste à l'endroit des blessés. On reste en Afrique où 54 personnes ont été tuées et plus de 450 blessées à cause des pluies diluviennes qui ont frappé durant les dernières semaines le nord de l'Angola. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, soulignant que les fortes pluies qui ont touché les provinces de Luanda, Luanda Norte et Cabinda avaient fait plus de 44 000 sinistrés et endommagé plus de 4 000 habitations. Les États-Unis ont souligné leur plein soutien aux efforts des Nations Unies pour faire avancer le processus politique au Sahara occidental, selon un communiqué du département d'État au terme de la rencontre entre la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Les deux responsables ont discuté de l'importance de s'appuyer sur l'élan des consultations de fond organisées par l'ONU en mars pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le peuple du Sahara occidental. Dans le conflit russo-ukrainien, Kiev s'est dit satisfait de la coopération militaire avec les pays alliés de l'OTAN. Lors d'une réunion au niveau de la base de Ramstein, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a néanmoins exigé de ses alliés occidentaux davantage de matériel de défense aérienne. Bien entendu, nous avons réitéré nos exigences concernant les avions de chasse dans le cadre des systèmes de défense aérienne. Et je suis sûr que nous aurons plus que l'avion de chasse standard G de 4e génération de l'OTAN dans le cadre des systèmes de défense aérienne. Mais pour le moment, les principaux besoins dont nous parlons sont le sol, les intercepteurs aériens ou le système de défense aérienne au sol. Dans l'actualité également, Paris a déclaré avoir pris connaissance avec consternation des propos de l'ambassadeur de Chine en France sur la Crimée. Interrogé vendredi sur la chaîne française LCI, Lou Shahi avait estimé que les pays de l'ex-URSS n'avaient pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé à la Chine de dire si ces propos reflétaient sa position. Et pendant ce temps, la Russie s'ouvre sur de nouveaux horizons géopolitiques et diplomatiques. Moscou prospecte de nouveaux partenaires économiques, notamment en Amérique latine, afin de contrer les effets des sanctions occidentales. Des ambitions affichées lors de la tournée du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, en terre latino-américaine. Le point avec Leila Guertal.
Lavrov cherche de nouveaux horizons économiques pour sortir son pays de l'étau occidental des sanctions. La tournée de Lavrov s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre Moscou et les pays de l'Amérique latine caractérisés par leur excellence. Après le Brésil, un pays membre du BRICS, et le Venezuela, allié historique depuis l'époque du défunt Hugo Chavez, Lavrov s'est ensuite rendu au Nicaragua et à Cuba, d'où il a déclaré que les pays choisis pour sa tournée constituaient, je cite, des pays qui choisissent leur propre voie. Allusion faite à la voie socialiste empruntée par ces pays qui continuent de faire de la résistance aux États-Unis. Une tournée donc qui s'inscrit aussi et surtout dans un esprit de renforcement des liens économiques pour tenter de contourner le train des sanctions occidentales successives sur la Russie. Le choix du Venezuela n'est pas arbitraire, ce pays classé deuxième producteur mondial de pétrole et se trouve lui aussi sous blocus, de même que pour Cuba, dont les opportunités d'échange sont multiples. Pour le Brésil, la coopération est déjà lancée. Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures pratiques pour élargir la coopération en matière de commerce et d'investissement et les contacts entre les milieux d'affaires, bien sûr, en tenant compte des réalités actuelles. Nous avons de nombreux projets dans le domaine de la production pétrolière, du développement de gisements de gaz, de l'agriculture, de la médecine et des produits pharmaceutiques, des communications, l'espace et les nouvelles technologies. Nous augmenterons le volume et le rythme des échanges dans tous ces domaines et nous continuerons à utiliser énergiquement les mécanismes existants à cette fin. Le message est clair à l'encontre de l'Occident et Lavrov ne cache pas ses intentions de vouloir nouer et tisser de nouvelles opportunités économiques et de construire, dira-t-il, un monde multipolaire, appelant pour conclure à l'union contre ce qu'il a appelé le chantage occidental. Je vous le disais en titre, le G7 a appelé ce dimanche à la prolongation, l'entière mise en œuvre et l'élargissement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire. Les ministres de l'Agriculture des pays membres du G7 ont notamment reconnu l'importance de l'accord à l'issue d'une réunion de 2 jours organisée à Miyazaki, au Japon. Et on passe au sport à présent. Je vous en parlais en titre. En Ligue des champions africaine, 2 défaites concédées ce week-end par les représentants algériens en quart de finale des matchs allés, le CR Belouizdad et la JS Kabylie. Les détails avec Faisal Salah. Les Algériens dos au mur en Ligue des champions africaine. Les quarts de finale allés ont été fatales pour les 2 représentants algériens dans la compétition. Nouvelle désillusion pour le football algérien. Le CR Belouizdad et la JS Kabylie perdent à domicile. Au nouveau stade Nelson Mandela, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont un mois d'un miracle éliminé le Shabab Riadi de Belouizdad. Victoire sur un score fleuve de 4-1. Le champion d'Algérie n'a pas suivi le rythme. Sundowns a frappé fort dès le début de la rencontre. Peter Chalolil a donné l'avantage à la 6e minute avant d'être passeur sur le second but. À la 20e minute, signé le latéral Maema. Juste avant la mi-temps, Rbei réduit le score et redonne l'espoir aux supporters du CRB. Au retour des vestiaires, l'absence de la touche de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki sera palpable. Rebelote à la 6e minute, après la pause, Peter Chalolil inscrit le 3e but de Sundowns et un doublé personnel du Namibien. Dans le temps additionnel, Maïloula scellera le sort de la rencontre avec un 4e but. Une victoire confortable avant un match retour à Pretoria le week-end prochain. Dans l'autre match, la JS Kabylie a concédé une courte défaite, certes un but à 0 face à l'Espérance du Tunis au stade 5 juillet, mais qui peut lui être fatale au match retour. En première mi-temps, les protégés de Miloud Hamdi étaient proches d'ouvrir le score. Boualia décale, reprise de Boumchara, le gardien tunisien Moïse Benchirifa répond présent. En deuxième mi-temps, les hommes de Nabil Ma'loul reviennent plus fort et s'offrent un but sur une remise de jeu. Mohamed Ali Hamouda profite du manque de concentration du défenseur algérien Ben Zaïd et inscrit l'unique but de la partie. Les changements de Miloud Hamdi n'ont abouti à rien. Contrairement au CRB, la mission du GSK semble possible, mais les coéquipiers de Ouattara doivent établir un plan de jeu efficace afin de renverser les Tunisiens sur leur pelouse lors de la
Et football encore pour terminer en Angleterre. Riyad Mahrez est en forme. L'international algérien marque un peu plus encore l'histoire du football anglais après avoir fait trembler les filets à 3 reprises hier, marquant les 3 buts des Citizens face à Sheffield United. Avec cette prouesse, Mahrez est devenu le premier joueur à inscrire un hat-trick en demi-finale de la FA Cup à Wembley, ainsi que le premier hat-trick en demi-finale depuis Alex Dawson de Manchester United en 1958. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.